Campagne à l'américaine au Canada où le 8 novembre, 10 millions d'électrices et d'électeurs ont élu 265 députés. À Montréal, la grande métropole canadienne, les majorettes sont en tête. Avec 6 millions d'habitants, la province du Québec a droit à 75 représentants à Ottawa. Aujourd'hui, Montréal est une ville ultramoderne. Au titre des journaux près, on se croirait à New York. Journaux, bien entendu, consacrés aux élections. Toutes les opinions s'y expriment, y compris celles des séparatistes, dont le journal, l'Indépendance, a prôné l'abstention. Malgré la prédominance française, Montréal est cosmopolite et à côté d'affiches bien de chez nous, il en est d'autres véritablement polyglottes. La belle province reste toujours le titre officiel du Canada français. Québec, la capitale, avec ses remparts, est semblable à n'importe quelle petite ville de Bretagne ou de Normandie. Dans la plus vieille cité d'Amérique, fondée par Samuel de Champlain en 1608, on est resté fidèle aux traditions. Le dimanche matin, place Louis XIV, il y a foule à l'église Notre-Dame des Victoires. Avec ses 2,5 millions d'habitants, Montréal reste le centre de décision et Pierre Bourgault, chef du Rassemblement pour l'indépendance nationale, nous déclare: Eh bien, nous recommandons l'abstention totale ou alors l'annulation du vote pour 3 raisons principales. La première, c'est que pour nous, indépendantistes, évidemment, nous ne reconnaissons pas le gouvernement d'Ottawa comme un gouvernement national. Nous ne reconnaissons que le gouvernement du Québec comme tel. La deuxième raison, elle est pour tout le monde, autant pour les indépendantistes que pour tous les Canadiens français, c'est que nous considérons qu'en 100 ans de confédération, aucun parti, quel qu'il soit, n'a pu apporter quoi que ce soit aux Canadiens français. Et la troisième raison, elle vaut encore autant pour tous les Canadiens français que pour les seuls indépendantistes, c'est que nous considérons que tous les partis, quels qu'ils soient actuellement, refusent de gouverner. Point de vue que ne partage pas Reggie Chartrand, boxeur et fondateur des Chevaliers de l'Indépendance. Je suis candidat au gouvernement fédéral à Ottawa d'abord pour faire des pressions auprès de nos députés de langue française qui ont croulé, qui sont vendus. Je les forcerai à exiger le respect et les droits des Canadiens français au gouvernement fédéral. Mais et avant tout, je veux exiger l'indépendance de ma patrie, je veux faire l'indépendance du Québec, je veux faire un Québec libre. Gérard Pelletier, ancien journaliste, candidat dans un quartier populaire de Montréal, rejette catégoriquement l'option séparatiste au nom du Parti libéral, le parti de M. Lester Pearson, Premier ministre sortant. Je dirais que le problème de l'unité canadienne est certainement en vedette. Il s'agit de savoir, non pas si les Canadiens français sortiront de la Confédération, l'immense majorité veut y rester, mais il s'agit de savoir s'ils sauront conquérir, obtenir l'égalité à laquelle ils ont droit à l'intérieur de la Confédération. Le Québec, pays moderne, n'est plus le pays de Maria Chapdelaine. La préparation de l'exposition universelle de 1967 donne un coup de fouet aux grands travaux de Montréal. Les Canadiens français construisent dans le nord de la belle province le barrage de la Manicouagan qui, avec ses 8 génératrices, produira 1 million de kilowattheures. Car les Canadiens français, s'ils ont toujours envie de pêcher à la ligne, veulent bien qu'on les prenne au sérieux. C'est ce qu'exprime Réal Cahouette, le chef des créditistes. Il y a assez longtemps que la province de Québec est traitée en enfant pauvre dans la Confédération canadienne qu'il est temps que nous prenions en main nos responsabilités et que nous prenions les devants dans la Confédération. Nous avons été attelés derrière le traîneau fédéral, nous voulons prendre notre place en avant du traîneau fédéral. Quant aux simples citoyens, qu'en pensent-ils? Nous les avons interrogés au hasard dans la ville. Voici ce qu'ils disent. Je vous avoue que je suis un peu perplexe parce que les candidats, c'est à qui s'enverrait de la boue. On déterre des vieilles histoires qui ne sont pas très drôles ni très roses. Alors je crois que j'irai tout simplement annuler mon bulletin de vote. Moi, je vote pour le libéral. Pourquoi? Hein? Pourquoi c'est le meilleur, puis en même temps, ici, ils vont nous donner un fonds de pension vieillesse, là? Le 8 novembre, monsieur, je voterai pour un gouvernement fort, c'est-à-dire un gouvernement libéral. La vente du timbre antituberculeux aura cette année une signification particulière. Contrairement à ce que l'on croit généralement, la tuberculose n'a pas disparu. Entre 1945 et 1963, le nombre des décès est certes tombé de 42 000 à 9 000, mais la France détient tout de même en Europe le triste privilège d'avoir encore 18,2 décès sur 100 000 habitants contre 2,1 aux Pays-Bas. Pourquoi ? Parce que 50% seulement des jeunes Français sont vaccinés, alors que tous les autres pays se servent de notre BCG sans réticence.
Par ailleurs, des primo-infections passent inaperçues et se réveillent plus tard, trop tard. Maladie hypocrite, les états fiévreux de la tuberculose naissante sont souvent négligés ou attribués à d'autres causes. Dépistage insuffisant chez les gens âgés et chez les artisans, risque de contagion constant de la part de malades qui se croient guéris et de malades qui se soignent à domicile. Indifférence, négligence ou égoïsme, on ne fait pas assez attention. Les exigences de la vie moderne contraignent la SNCF à faire face à des besoins de transport toujours croissants. L'extension de la région parisienne, par exemple, et la desserte des grands ensembles se traduisent par des chiffres éloquents. En 1964, la SNCF a transporté 350 millions de voyageurs dans la seule banlieue de Paris, sur 608 millions pour l'ensemble d'un réseau qui, lui non plus, n'a pas chômé. D'autre part, les départs en vacances, hiver comme été, le développement des loisirs en général, mettent périodiquement le rythme des chemins de fer à rude épreuve. Et dans le même temps, le mouvement des marchandises lié au développement économique s'est prodigieusement accru. 248 millions de tonnes transportées en 1964, 65 milliards de tonnes kilomètres. Chaque année, le 11 novembre, sous l'Arc de Triomphe de l'Étoile, le président de la République va se recueillir devant le tombeau d'un soldat français mort pour la patrie au cours de la Première Guerre mondiale. C'est à Verdun, le 10 novembre 1920, que fut désigné parmi 8 corps le soldat inconnu. Le ministre André Maginot présidait la cérémonie. Le jeune soldat à qui incombait le choix, c'était Auguste Tain. Nous sommes dans un souterrain de la citadelle de Verdun. Monsieur Maginot m'a fait l'insigne honneur de me désigner pour choisir celui des 8 cercueils qui représenterait le soldat inconnu. Monsieur Maginot m'a remis un bouquet en me disant: le cercueil sur lequel vous déposerez ce bouquet sera celui qui ira sous l'Arc de Triomphe pour immortaliser tous les morts de la guerre. J'ai déposé mon bouquet sur le 6e cercueil. J'ai pensé à additionner les chiffres de mon régiment, le 132. Faisant partie du 6e corps d'armée, j'ai pensé à désigner le 6e corps. Transporté la nuit même, le corps de l'inconnu arrivera à Paris le 11 novembre 1920 et ses compagnons d'armes le porteront sur leurs épaules jusqu'à l'emplacement définitif de son éternel repos. 11 semaines plus tard, le cercueil de chêne est descendu dans la crypte. Ici reposera désormais un soldat français inconnu. Depuis 1920, il est le fils de toutes les mères qui n'ont pas retrouvé leur fils. Il est l'époux de toutes celles dont le foyer a été prématurément brisé. À Verdun, les 7 autres inconnus ont été ensevelis côte à côte. Qui sont-ils? Qui était-il celui qui fut choisi? Était-il Lorrain, Béarnais, Savoyard? Nul ne le saura jamais. C'était un mort parmi des millions d'autres.